Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, merci. Après cet exercice d'autosatisfaction patriotique fort complaisant entretenu par Maître Keller, on va essayer de mettre un petit peu de perspective internationale avec Michel Colombier. Première question. Au-delà de la réduction de leur consommation d'énergie, qui est un vrai enjeu sur la possibilité d'atteindre les objectifs de réduction des émissions, quelle place peuvent prendre les citoyens dans la transition énergétique? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent devenir à terme des acteurs à part entière du circuit de production et de revente de l'énergie? Alors, je pense que oui, mais enfin, ça a été dit juste tout à l'heure. Tout le monde n'a pas forcément la même motivation, le même intérêt par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs gradations dans les intérêts. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit certainement des citoyens qui sont plus intéressés par la question de l'énergie pour tout un certain nombre de questions. Il y a l'environnement, on en a déjà parlé ici. C'est pas la seule. Je pense qu'il y a des gens qui voient qu'il y a un lien aujourd'hui entre la façon dont on produit et on consomme l'énergie et tout un certain nombre de sujets comme la possibilité de développer des initiatives locales, de valoriser l'énergie locale, donc de développer des emplois. Ça intéresse les agriculteurs, il va y avoir un lien au territoire, un lien parfois à la question de la biodiversité. C'est un lien avec la façon dont on imagine nos villes, dont on imagine nos modes de vie, de transport. On a parlé d'énergie jusque-là, en fait, on n'a parlé que d'électricité. Mais l'électricité, c'est une partie de l'énergie. Alors, c'est une partie importante, sûrement de plus en plus importante de l'énergie, mais ce n'est pas toute l'énergie. Donc, par rapport à cette question, je pense que ce qui intéresse les citoyens, ce n'est pas juste l'énergie, mais c'est ce que l'énergie signifie aujourd'hui dans la société, et c'est tout le mode d'organisation de la société qui va autour. Quand vous dites c'est pas que l'électricité, c'est quoi d'autre? Et en quoi c'est en lien avec tous les citoyens que nous sommes, quoi, et notre quotidien? L'énergie, c'est l'essence, c'est les énergies de chauffage, c'est l'énergie qu'utilisent les industriels, etc. Donc en quoi ça a un lien? C'est qu'on en a tous besoin pour vivre. On n'est pas forcément satisfait ni du prix qu'on paye, bon, ça a été évoqué tout à l'heure, ni des conséquences que cette énergie ou la façon dont on l'utilise peut avoir. On voit les problèmes de pollution de l'air aujourd'hui à Paris. C'est un exemple, les problèmes de bruit, d'organisation, on passe 3 heures dans sa voiture. Je pense que les gens ont des attentes aujourd'hui par rapport à un système qui s'est développé et qui ne répond pas complètement à leurs attentes en termes à la fois de qualité de vie, aux attentes qu'ils peuvent avoir aussi par rapport aux impacts vis-à-vis des autres, vis-à-vis du reste de la planète. C'est un lien compliqué. Et en même temps, je suis d'accord quand on dit, pour beaucoup de gens, l'énergie, finalement, c'est bien pratique, on ne se pose pas de questions, on met de l'essence à la pompe, on allume son interrupteur. On a un mélange de tout ça. Mais il y a une insatisfaction, c'est ce que vous dites. Au-delà de la question du prix de la facture, je qui pense qu'il y tombe a une tous les mois, insatisfaction, il y a une insatisfaction, insatisfaction, donc une place pour une offre, on va dire, plus disruptive, plus collaborative, qui va permettre plus de confort dans notre rapport à l'énergie. Il y a clairement une place, on l'a vu dans le débat sur l'énergie en France, on avait beaucoup notamment par exemple des acteurs de collectivités locales, qui venaient en disant nous on a des projets au niveau local, des projets qui correspondent à une demande pour valoriser des déchets, pour valoriser des produits agricoles, pour créer de l'emploi. On a une demande par rapport à ça et dans le système aujourd'hui c'est compliqué. Donc ils cherchaient des solutions à ça, des solutions à de l'initiative locale. L'énergie dans ce cas-là est un vecteur de ces solutions, mais un vecteur important. Vous êtes titulaire d'une thèse d'économie, c'est ça, sur l'électrification rurale en France. On va faire un petit peu d'histoire. Vous connaissez bien les enjeux de la décentralisation de l'énergie. Comment on peut s'y prendre pour réussir la décentralisation de notre production énergétique aujourd'hui? Alors, il y a une question déjà, qu'est-ce qu'on entend par décentralisation? Parce qu'il me semble que dans la discussion, on a des modèles différents en tête. Il y a des gens qui disent, tiens, renouvelable, décentralisation. Bon, on peut avoir des très grands parcs éoliens, ça ressemble à une centrale nucléaire, quelque part, c'est pas tellement décentralisé. On a évoqué d'autres modèles dans lesquels la décentralisation, ça serait quasiment l'autonomie. Chacun fait sa petite énergie chez soi, il est autonome dans son garage, on l'a vu, il pédale, il n'a plus besoin de rien. Bon, on a vu avec les Simpsons que ça peut poser des problèmes, en tout cas avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Et il y a une autre vision de décentralisation qui est de dire, finalement, l'ubérisation, c'est quoi? L'ubérisation, c'est le fait qu'on voit apparaître à la fois une disruption dans les technologies de production de l'énergie. Et cette disruption, c'est qu'on a aujourd'hui des technologies de production d'énergie qui peuvent en effet être mises en œuvre à petite échelle par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, qui sont modulaires. Donc, ce n'est pas comme avant que les économies d'échelle, plus c'est gros, moins c'est cher. Relativement modulaire. Donc, le fait qu'on en fasse 10 ou qu'on fasse tout au même endroit, le coût est à peu près le même. Et en même temps, on a les technologies de l'information qui permettent de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas traiter avant, qui est de mettre en connexion ces différentes sources d'énergie. Ce n'est pas juste une connexion, je dirais, de communication entre les gens, mais c'est aussi une connexion physique pour la gérer, pour faire en sorte qu'on ait de l'énergie quand on en a besoin, etc. Ça, c'est aujourd'hui une potentialité.
Donc, je pense qu'en effet, cette ubérisation ou décentralisation dans ce sens-là, elle est en train d'arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace totalement l'ancien système. Ça veut dire que ça permet aujourd'hui à des citoyens, à des organisations classiques, des organisations économiques, des entreprises, à des organisations citoyennes, à des ONG, etc., de devenir des acteurs de l'énergie, mais de différentes façons. On voit des gens dont l'objectif, c'est uniquement d'être cofinanceurs. On voit des gens dont l'objectif, c'est d'être producteurs eux-mêmes, qui veulent échanger avec leurs voisins. Donc il y a des tas de façons de rentrer dans ce nouveau système qui ne sont pas nécessairement d'être producteurs. Mais tous les ingrédients de l'ubérisation sont là. Tous les ingrédients de l'ubérisation, si par ubérisation, on entend tout sauf le modèle Uber. D'accord. Parce que pour moi, l'ubérisation, une autre ubérisation est possible. Une autre ubérisation. Uber, en fait, c'est essentiellement les technologies de l'information qui permettent de faire de l'opportunisme sur une régulation archaïque. Essentiellement ça. Je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est plutôt l'économie du partage qu'on a déjà évoqué précédemment. C'est quelque chose qui brouille les frontières entre ce que classiquement était un producteur, un consommateur, qui fait qu'il y a des nouveaux services qui sont possibles. Et c'est s'il y a de nouveaux services possibles que ça pourra intéresser des gens et que ça va changer les relations entre les producteurs, les consommateurs et des gens qui sont ni producteurs ni consommateurs ou un peu les deux et qui vont intervenir sur ce nouveau système. C'est très clair. Merci. Et nous allons devoir conclure. C'est fini. Merci beaucoup. Maître Keller, le témoin est à vous. Oui, bonjour. Vous êtes là aussi au titre du fait que vous êtes le directeur scientifique d'une organisation à caractère international. Oui, quand même, je veux dire, c'est dans les initiales. Peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui se passe, non pas seulement en France, mais à l'échelle planétaire, et précisément cette pulsion ou cette volonté des citoyens de... Oui. Moi, je fais vraiment pas attention, il ne faut pas faire attention. Cette volonté des citoyens qu'on peut voir en Occident et que Madame Swat incarne, est-ce que vous le sentez ailleurs aussi ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté, disons, massive de passer à un autre système de production énergétique ? Pas seulement en France, mais peut-être aussi dans les pays du Sud. Déjà, tout le monde n'a pas le même problème. On parlait d'accès tout à l'heure. On parlait d'accès tout à l'heure, il y a des gens en campagne d'énergie, donc ils ne se posent pas la question dans les mêmes termes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles solutions qu'on a là, ils vont trouver d'autres façons de résoudre un problème qu'on n'a pas su résoudre jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les énergies renouvelables, ça devient d'emblée une solution pour des gens qui n'ont jamais eu accès à l'électricité par d'autres moyens. Donc oui, en effet, il y a une demande, il y a une discussion par rapport à la question de l'énergie qui peut être très différente en Inde, en Amérique latine, en Afrique ou chez nous. On y retrouve quand même les mêmes ingrédients. Tout à l'heure, on parlait de agency en anglais ou empowerment. On retrouve dans beaucoup d'endroits aujourd'hui une envie de s'emparer de cette question de l'énergie pour maîtriser son destin, pour maîtriser la façon dont on s'organise en société, pour maîtriser son impact sur l'environnement, pour maîtriser des questions de solidarité. Ça fait partie en effet d'une demande que moi je retrouve dans d'autres pays, dans des termes différents évidemment, mais oui, on le retrouve un petit peu partout. On retrouve un intérêt pour ces solutions-là parce que les solutions classiques, finalement, jusque-là, on n'a pas réussi à répondre à toute la demande dans tous les endroits, dans toutes les conditions avec des solutions classiques. Donc il y a un intérêt pour des solutions nouvelles. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a un raccourci qui se fait dans certains pays. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui émerger des solutions ou des options dans certains pays que nous, ici, on considère comme impossibles. C'est-à-dire micro-citoyenne, à échelle du quartier, avec des énergies renouvelables auxquelles on ne pensait pas. Il y a des choses qui n'existent pas forcément en métropole, mais par exemple de la géothermie, ce serait quoi les... On va avoir... alors des sources d'énergie, il n'y en a quand même pas non plus tant que ça. Il y a du soleil, du vent, enfin si on parle de renouvelables, et de la géothermie, ce qui est un petit peu plus compliqué. Mais on va voir émerger, par exemple, ce qui pour nous reste encore une question, est-ce que ça va émerger ou pas? On parlait de micro-réseaux, etc. Ça, c'est en train d'émerger dans des collectivités en Afrique aujourd'hui, où les gens s'organisent pour créer un micro-réseau à l'échelle d'un village, organiser de façon coopérative la production d'énergie avec des panneaux solaires, etc., se distribuer l'énergie. Et finalement, dans cette affaire-là, il n'y a pas vraiment d'énergéticiens. Ou en fait, si au bout d'un moment on en a besoin d'un, on a besoin de quelqu'un pour gérer l'affaire parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper tous les jours. Alors, je pense que c'est un petit peu ça ma dernière question, Madame la Présidente. Oui, vous êtes aussi à l'IDRI focalisé sur les ODD, donc les objectifs du développement durable
par l'ONU et repris à la COP 21 en 2015. Est-ce qu'il ne faut pas précisément, justement, à un moment donné, passer à une échelle supérieure et organiser, je dirais, tout le système énergétique, pas seulement à l'échelle d'un pays, mais je dirais globalement, pour tenir les engagements des ODD. Donc je rappelle, il y a 17 engagements, parmi lesquels des engagements énergétiques repris par la COP 21. Est-ce que justement on n'a pas besoin d'une sorte d'autorité, je dirais, supérieure, voire transnationale pour gérer les objectifs qui sont quand même aujourd'hui, soyons francs, on parlait du GIEC, qui ne seront pas atteints si on continue sur ce trend? Je crois qu'il y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'une autorité internationale qui serait capable de tout gérer, on l'a cherché longtemps dans la négociation, on ne l'a pas trouvé. Je pense que si on a un peu réussi cette négociation à Paris il y a 2 ans, c'est parce qu'on a fait le deuil d'avoir une autorité internationale et qu'on fait beaucoup plus confiance aujourd'hui sur le fait que la façon de gérer un problème complexe, c'est de mobiliser l'ensemble des citoyens. Alors, ça ne veut pas dire pas d'institution, ça ne veut pas dire pas de compagnie, ça ne veut pas dire pas de réseau, etc. Mais ça veut dire que finalement, cette transition est à la fois mobilisatrice et compliquée, et que très certainement, c'est plus en mobilisant l'ensemble des gens dans une formule coopérative qu'en pensant que les États vont avoir des injonctions, et même en dessus des États, qu'on aurait une sorte de force supranationale qui n'existe pas, on est capable de résoudre ces questions-là. Donc l'idée, on va appuyer sur un bouton quelque part, faire une transition, je pense que ça ne marche pas. Je pense que ce qui est en marche aujourd'hui, c'est le fait que s'appuyer sur l'ensemble des forces, des volontés, des intérêts, pas forcément d'ailleurs alignés, des citoyens, des entreprises, etc., comprendre qu'on a de nouvelles potentialités, c'est comme ça qu'on peut essayer de résoudre ces grands défis. Et nous allons devoir conclure, s'il vous plaît. Je crois que c'était une belle conclusion. Donc, en marche, avez-vous dit? Merci, Maître Merci à Keller. vous. Merci, Monsieur Colombier. Vous pouvez rester avec nous.